Alors, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai fait un rappel du centre de Bernstein, des choses dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui, je vais faire des développements sur le cocentre, l'idée de Kashdan. Ce n'est pas, c'est pas vraiment une nouvelle notion, mais juste, je pense, ça mérite un nom, c'est une sorte de complétion du cocentre. Donc, la plupart des choses dont je vais parler, ça revient des articles de Kashdan, il y en a 3, l'année 1986. Donc, comme la semaine dernière, on a un groupe réductif G sur un corps local non archimédien F, et donc on a H, c'est l'algèbre des mesures localement constantes à support compact sur G de F. Donc localement constant, ça veut dire que c'est la mesure de R multipliée par une fonction localement constante et qu'on veut que cette fonction soit support compact. Alors on préfère parler de l'algèbre de mesure parce que le produit de convolution serait bien défini sans avoir recours au choix d'une mesure de R. Donc je rappelle que pour tout sous-groupe K, sous-groupe compact ouvert compact, on a la mesure caractéristique, donc c'est la mesure de R sur K, qui est normalisée de sorte que K lui-même a la mesure à la volume A, et quand on prolonge par 0 à G de F, on obtient un idempotent. Donc on a H, c'est idempotent. Dans H, et on a HK, et consiste en des mesures qui sont invariantes à gauche et à droite par K. Et H et l'algèbre de Hecke, c'est la limite inductive des HK, parce que K parcourt l'ensemble des sous-groupes compacts ouvertes. Donc on a le centre de Bernstein. Donc j'ai rappelé plusieurs définitions équivalentes la semaine dernière. Je me contente de rappeler que la première. Donc on a Z, c'est la limite projective de ZK, où ZK est le centre de HK. Ouais, donc ça c'est les limites et sont prises dans les centres différents. Donc c'est un peu confusant au début, mais en fait là, on s'y habitue assez vite. Donc si K est K' est un sous-groupe de K, les deux sont des sous-groupes compacts ouvertes, eh bien on a HK se plonge dans HK'. C'est un homomorphisme multiplicatif, mais qui n'envoie pas l'unité sur l'unité. Donc l'unité ici, c'est EK, c'est EK'. Ça ne s'envoie pas l'unité sur l'unité. Donc ici, on a l'axiome de ZK'. Ici, l'axiome de ZK, c'est la multiplication. Et là, on a la flèche dans l'autre sens, qui Z s'envoie sur Z convolus EK, c'est la même chose que K convolus Z.
Et ça, comme ça, c'est compatible. Donc l'axiome de ZK, l'axiome de ZK' sur ZK, ça se factorise par ZK. Donc ça, c'est le centre, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le cocentre. Donc on a H, le cocentre, bien sûr, c'est le H divisé par le commutateur H. Et H, c'est un Z module. Donc, bien sûr, le commutateur est aussi un sous-Z module, donc ceci est un Z module. Donc, ça peut aussi obtenir comme une limite, parce qu'on va HK divisé par le commutateur HK avec HK. Donc, bien sûr, c'est un ZK module. Et si on a K' un sous-groupe compact ouvert plus petit, eh bien on a la flèche de HK dans HK' qui envoie le commutateur dans le commutateur. Et du coup, on a une flèche entre les cocentres. Et qui est compatible. Mais ici, il faut faire attention que ces flèches n'est pas toujours injective. N'est pas toujours injective. Donc HK est un sous-espace de HK', mais lorsqu'on intersecte HK avec le commutateur de HK', ça contient le commutateur de HK, mais ça peut être différent. Mais n'empêche qu'on a quand même la limite inductive. C'est H dans H. En fait, il y a une façon de le présenter un peu plus clair. C'est au lieu de prendre tous les sous-groupes compacts ouvertes, on se restreint à des sous-groupes compacts ouverts qui sont en bonne position par rapport à un sous-groupe de découpement triangulaire. Donc il y a cette notion de sous-groupe compact ouvert en bonne position. Donc il est en bonne position. Donc qui soit plus agréable dans en relation avec l'induite parabolique. Donc on a des... Je prends simplement une famille. Donc il y a une famille Kn. C'est le noyau. Donc je suppose que G soit déployé pour me simplifier la vie. Donc je prends G de O. Dans G de O, P puissance N avec N au moins égale à A. Donc du coup, avec ce sous-groupe-là, c'est facile de voir que Kn est... Si on a Kn et Kn intersecte avec U de F fois Kn intersecte avec T de F fois Kn intersecte avec U- et U de F. Donc cette écriture, ça veut dire que vous prenez ce sous-groupe, ce sous-groupe, ce sous-groupe, et comme c'est la multiplication, eh bien ça fait une bijection, ça vous fait une homéomorphisme. Ce n'est pas homomorphisme de groupe parce que il y a un problème de commutation, mais n'empêche que la flèche ici, la flèche, le multiple de 3 facteurs définit un homéomorphisme. Ça se vérifie par cette définition, c'est plus ou moins l'lemme de Hansen qui vous fait ça. Et donc avec ce... on a la même chose. Donc ici T est
Donc B et TU, c'est le Borel. C'est sous le Borel et T, c'est le temps maximal que je suis pour déployer. Je crois que ce n'est pas nécessaire, mais pas trop envie de réfléchir sur comment la bonne définition dans le cas plus général. Et la même chose, la même décomposition pour quand on remplace T par un sous-groupe de Lévy standard. Donc un groupe de Lévy qui contient le temps maximal. Donc dans ce cas-là, les choses sont beaucoup plus variables parce qu'on a donc si donc ça ça vient de l'article de Lin, Bernstein et de Lin. Et dans ces cas-là, les limites sont beaucoup plus transparentes. Donc on a vous voyez quand on regarde une classe inertienne, donc l'induite parabolique d'un supercuspidane d'un Lévy, donc Kn, Nf. Donc pour que la représentation induite ou n'importe quel sous-quotient de l'induite ait un vecteur invariant sous Kn, si la supercuspidane a un vecteur fixe sous l'intersection. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Et en fait, ça vient du papier de Bernstein et de Lin. C'est vraiment dans la preuve du théorème de Bernstein. Ça fait que si vous avez M est plus grand que N, alors bien sûr, là on a l'homomorphisme donc Zn et le son de HKN. Donc ça c'est la flèche de transition, mais c'est un facteur direct. Donc on a Zm et Zn fois Zmn. Donc l'anneau est un produit de deux anneaux. Donc ça marche vraiment bien pour cette famille de sous-compacts ouverts qui sont en bonne position avec des Lévy. Sinon, ça s'embrouille un peu. Mais n'empêche que ce n'est pas grave parce que comme cette famille, on peut remplacer la limite ici par la limite en n. Parce que tous les sous-groupes contiennent l'un de ces sous-groupes. Et on a aussi, donc on a, si j'appelle Cn le cocentre au niveau n, eh bien on a la décomposition ici, c'est Hm, C de M, et aussi égal le produit de Cn fois C Nm. Donc Cn est un Zn mod. Cn est Zn module, Cnm c'est un Zm module. Donc c'est juste une histoire de composantes, ça décompose complètement. Donc en particulier ici, on voit bien que c'est la même chose que limite en n de HKN divisé par HKN. Et là, les flèches transition sont injectives. Et en plus, avec cette famille, on amène le fait dans l'autre sens. Et on peut définir le... on peut définir C comme le limite dans projectif de Cn. Donc là, quand on prend les sous-groupes compacts ouverts arbitraires, il n'y a que le fait de ce sens, il n'y a pas le fait dans l'autre sens.
Mais quand on prend dans cette bonne famille des sous-comportes ouverts qui sont soit bien en bonne position, on a la fait dans l'autre sens, parce que tout se décompose en produit direct. Donc on a ça, donc ça c'est le quotient, je crois que c'est le quotient de Bernstein. C'est pas exactement nécessaire, mais je crois que ça éclaircit un peu de. Donc c'est une sorte de limite. C'est une sorte de complétion du quotient, c'est une complétion de C de H du vrai cocentre. De la même façon que le centre de Bernstein, c'est une sorte de complétion du centre de H. Voilà. Voilà, donc l'un des intérêts ici, c'est qu'on peut maintenant faire de l'algèbre commutative en quelque sorte. On a cette Z, c'est l'algèbre, c'est le centre de Bernstein, qui est tout à fait gentil, sauf qu'il a un nombre infini de composantes. Et puis on a C, le cocentre, qui est un Z module. Et c'est facile de voir que C est un Z module localement de type fini. Vous voyez, donc sur n, donc sur une composante Zn, C c'est simplement ce Cn, et Cn est un quotient de Hn, et Hn lui-même est déjà fini sur Zn, donc le quotient est aussi fini. Mais en fait, le quotient et le sens c'est presque la même chose, à peu de choses près. C'est que si je prends un point pi, un crochet, donc un point dans la variété de Bernstein, donc je rappelle que j'ai cet ensemble oméga c qui est l'ensemble des classes d'équivalence inertielle, des représentations irréductibles lisses de G de F. Donc, inertielle, ça veut dire que ça sont des sous-quotients de la même induite parabolique. Donc, si pi ici, alors C, donc la fibre de C de pi, donc là, c'est la fibre de ce module au-dessus de ce point, est un vectorien de dimension finie, est un C vectorien de dimension égale au nombre de représentations irréductibles de G de F qui soit dans cette classe inertielle. Dans cette classe inertielle. Donc, par exemple, dans le cas, lorsque l'induite parabolique est irréductible, donc il y en a une seule représentation irréductible, et lorsqu'on prend l'induite du delta 1,5 et vous trouvez une extension du trivium par le Steinberg, donc là il y a deux représentations irréductibles, du coup le quotient a dimension 2 sur ce point. Voilà. Donc la chose est aussi, bien sûr, que composant par composant, c'est de type fini. Je crois que même, c'est même de type fini donc, globalement, mais je crois que je n'ai pas besoin de des choses comme ça. Si tu as une représentation avec une multiplicité. Ça ne voit pas les multiplicités. Voilà, donc maintenant je vais introduire quelque chose qui aussi vient des travaux non publiés de Lafog. La variété de Lafog. En fait, je crois que ça est aussi présent dans les travaux d'Anne-Marie, mais je connais moins bien. Donc Lafog considère l'ensemble rep de G de F, c'est l'ensemble
des classes d'isomorphisme des représentations lisses et irréductibles de G de F. Donc ça c'est naturel. Donc au lieu de prendre les classes d'équivalence, prendre les classes d'isomorphisme. Et l'assertion, c'est que cet ensemble à structure est admet. Donc il admet une structure algébrique naturelle. Donc il y a une variété algébrique sur les nombres complexes. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble des C points, des points à valeur C. Et la Ford donne même la recette pour définir cette structure. Ils n'ont pas de démonstration pourquoi ça marche, mais dans la recette, sa recette, c'est de prendre l'algèbre de Hecke H. Donc chaque fois que vous avez un élément H dans H, vous pouvez définir la trace et puis une représentation irréductible. Vous pouvez définir la trace de H sur pi. Donc ça fait une fonction. Donc la fonction pi dans trace de pi sur H est une fonction à valeur complexe sur reps. Eh bien, on prend simplement l'anneau. Il propose de prendre l'anneau engendré par ces fonctions, ce qui est un peu bizarre, a priori, mais ça marche. On prend l'anneau de toutes les fonctions engendrées par la trace des opérateurs Hecke sur les représentations irréductibles et prend le spectre de cet anneau et prend son spectre. Et son spectre, alors, contient son spectre et les C points de son spectre contient son spectre contient un ouvert de Zariski dont l'ensemble de ces points est exactement reps de G de F. Ça, c'est l'assertion qui se trouve dans les papiers de Laurent. Alors, j'ai un étudiant qui a rédigé une démonstration de ce fait, alors, qui n'est pas très difficile, mais c'est assez joli. Donc, c'est une démonstration rédigée par Kostas Psaromilikos. Donc, ça, je rappelle un peu la construction qui. Donc, la seule chose qui diffère un peu de la force, c'est en fait, d'abord, on voit, au lieu de prendre H, on peut prendre H aussi, mais en fait, on pourrait aussi prendre le cocentre. Parce que de toute façon, le commutateur, ça n'a pas de trace. Et puis, au lieu de penser ce cocentre ou H, qui est comme un vectorienne, et puis l'algèbre engendre une vectorienne qui est comme un vraiment énorme, on prend c'est comme un algèbre sur le centre. Donc, c'est quand même plus raisonnable en construction. Donc, on va prendre la chose suivante, on va prendre donc on va se mettre, donc après se localiser sur une composante, donc après localisation
à une composante, à un nombre fini de composantes de Bernstein on peut se mettre, on se met dans la situation suivante. Donc on a un anneau A. A, c'est une C-algèbre de type fini. Le type fini, ce n'est pas nécessaire, mais bon, il est de type fini. Et puis on commutative. Et puis on a R est une A-algèbre sous non commutative, mais qui est finie comme un module. Donc on pourrait penser A comme Zn et R comme Hn. Donc le centre de Bernstein au niveau n et R c'est l'algèbre de Hecke au niveau n. Donc Hn est fini sur Zn. On pourrait même, ce n'est pas nécessaire, mais parfois c'est utile, on pourrait supposer aussi que A-algèbre et R est contient dans le centre de R. C'est peut-être une bonne idée de ne pas supposer que c'est ça exactement le centre pour la raison suivante. Souvent, c'est commode de supposer que R est plat sur A. Ce n'est pas nécessaire, souvent ce n'est pas nécessaire, mais parfois c'est plus facile de formuler des choses quand c'est plat. Et si on enlève la condition sur le centre, ça c'est facile à réaliser, parce qu'on sait par les théorèmes de Braverman, Guesgori, Bernstein, Braverman et Guesgori, on sait que Zn est Cohen-Mac collé. Donc ça c'est facile parce que c'est l'algèbre des fonctions un temps à une variance sur un groupe fini. Donc ce sont des choses qui sont Cohen-Mac collées. Mais on démontre que Hn sont aussi des modules de Cohen-Mac collé sur Zn. Donc ça c'est le théorème de Braverman, de Bernstein, Braverman et Guesgori. Et ça n'implique pas que Hn soit libre sur Zn, soit localement libre, c'est faux. Mais si parce que Zn n'est pas régulière. Mais si on suppose, si on prend An, soit An une sous-algèbre, régulière de Zn, et tel que Zn sur An soit fini, donc Zn soit une algèbre An algèbre finie, alors automatiquement Hn est un An module localement libre. Donc ça s'appelle le théorème platitude miraculeuse d'Hironaka. C'est pas très dur, mais enfin c'est vraiment un truc qui est très utile. Quand on y pense que c'est comme assez miraculeux, c'est comme si vous avez une algèbre de polynôme qui est sous l'algèbre de polynôme, au-dessus d'un autre algèbre de polynôme, de même nombre de variables. Alors si l'une est finie sur l'autre, alors ça va être localement libre comme module. Ça c'est le truc de Hironaka. Et ça s'applique très bien ici, parce que tous les deux sont Cohen-Mac collés. Donc le Cohen-Mac collé par définition c'est libre sur une algèbre de polynôme.
sauf le problème, c'est que Zn en soi n'est peut-être pas libre, n'est peut-être pas régulière. Et bien n'empêche, on peut le remplacer par un truc libre, un sous-machin qui soit régulière, tout en préservant que les finitudes. Donc on aurait un module localement libre. Donc c'est des choses qui, je ne crois pas, c'est vraiment nécessaire, mais c'est souvent, c'est agréable d'avoir cette l'hypothèse localement libre. En tout cas, donc c'est pour ça que c'est bien de supposer que A, ne pas supposer sur le centre. Que si c'est le centre, on ne peut pas avoir le module localement libre. Alors, avec ça, une fois qu'on est dans cette situation, A est une algèbre commutative et R est une A-algèbre finie, et A dans le centre. On peut considérer le schéma de Hilbert. Hilbert non commutative. Je crois qu'il y a dans la littérature, il y a plusieurs versions de schéma d'Hilbert non commutatif, mais celle que je prends, c'est la plus bête. Donc c'est celle qui est la plus évidente. Il y a d'autres qui sont un peu plus élaborées, mais ça suffit amplement à ce qu'on veut faire. Donc, dans cette situation, donc A, c'est un K-algèbre. R est une K-algèbre qui est finie comme A module. Et A est dans le centre de R. Alors, on a le foncteur Hilbert de R sur A. Donc, c'est quelque chose qui va vivre au-dessus de spec A. Donc, il est associé à toute B, c'est une A-algèbre. On peut voir, comme c'est un schéma d'Hilbert, on peut définir le foncteur. Donc, ça consiste en R tenseur AB module M qui est plat. C'est comme tu dis, Hilbert c'est toujours plat sur la note test, sont plats comme B module. Et il faut que ce soit une quotient de quelque chose fixe. Donc ici, c'est plus une surjection de R tenseur AB dans M comme R tenseur AB module. Donc on considère simplement les... Donc B, c'est un truc variable, donc c'est essentiellement tous les quotients de R. Tous les quotients de R comme R module, et qui soient localement libres au-dessus de A. C'est tout. Donc là, c'est par le solide usien de schéma d'Hilbert, on voit bien que Hilbert de R sur A est représentable par un schéma projectif au-dessus de spec A. Donc ici, de nouveau, tout ça, c'est truc vraiment bateau. On n'a pas du tout besoin que ce soit plat. C'est quasiment la même preuve que le côté indique. Et donc, c'est en quelque sorte, c'est tous les R modules qui soient réalisables comme un quotient de R, donc relativement à A. Mais comme on aime bien arriver à des trucs irréductibles, donc il faut enlever des choses. Donc, pour enlever des choses, donc d'abord, on a ce Hilbert R1
on voit bien que ça c'est une réunion disjointe parce que par le rang. Donc, D R sur A avec D dans un entier naturel, entier. Donc qui D, que juste ici c'est M qui est localement, qui est un A module localement libre de rang R, de rang D. Donc, ce truc-là se décompose en trucs disjointes. Et puis on peut là aussi la version évidente de schéma des tests Hilbert emboîtés en quelque sorte. Donc N pour nested. Donc on fait la même chose, mais au lieu d'un seul M, on a au moins une chaîne. On a la même chose, donc R A s'envoie dans M, mais s'envoie dans M', un tout plus petit, avec des rangs différents. Voilà. Donc ici c'est peut-être D et D'. Et D'. Donc D est plus grand que D'. Et donc bien sûr on a des flèches du schéma Hilbert emboîté dans tout le schéma Hilbert. D, simplement en oubliant le quotient D'. Et comme toutes ces choses sont des trucs projectifs sur spec A, eh bien l'image doit être un sous-schéma propre de ce Hilbert. Et le complémentaire de toute cette image, c'est la partie irréductible. Donc le complémentaire. Donc on définit le I Hilbert, I pour irréductible, D de R sur A, comme le complémentaire l'ouvert complémentaire des images des Hilbert emboîtés. Donc il faut prendre des primes plus petits que D, bien sûr, peut-être plus grand que 0. Ça a un sens. Donc là, du coup, on a bien R sur A. Sur K, ça classifie des R modules simples. Ça classifie des R modules simples relativement à A. Donc c'est des R modules simples tels que A agit par un caractère et R un R module simple. Donc c'est ça qu'on peut construire et qui soit donné comme un quotient de R. Donc si on veut enlever cette rigidification, on peut prendre l'ensemble de groupes. Donc là, c'est agréable de supposer que si R sur A est plat, eh bien on peut considérer le groupe, le schéma en groupe, des R star au-dessus de A, en quelque sorte, tensorisé avec un caractère de A. Et donc vous avez comme une algèbre, et vous pouvez prendre les éléments inversibles. Donc ça c'est un schéma en groupe, c'est un schéma en groupe lisse, avec cette hypothèse de platitude. Donc
J'appelle ça G de R sur A. Donc, il agit sur tous ces bazars, tous ces mots Hilbert. Donc ça, c'est pour le seul endroit où on a vraiment besoin on a besoin de cette hypothèse localement libre. Le schéma en groupe existe aussi lorsque ce n'est pas localement libre, mais j'ai toujours du mal un peu à visualiser des groupes qui sont pas, des schémas en groupe qui ne sont pas plats. Voilà, donc c'est ça la version Hilbert. Donc c'est des choses qui sont c'est des modules mais qui sont des quotients de R. Et maintenant, pour réaliser la variété de la Fogg, eh bien, on doit prendre la trace. C'est comme les traces des opérateurs de Hecke sur les représentations irréductibles. Mais si on tient bien le compte que le A, c'est le centre de Bernstein, donc il agit sur un irréductible par un scalaire. Donc je peux faire le morphisme introduire le morphisme de trace ou de Brown-Nesbitt. Donc, c'est le morphisme qui, d'abord, on a le vectorien de R sur A. Ça, c'est une fibre vectorienne de R sur A qui, comme par définition, le B point, B est une algèbre, c'est simplement les homomorphismes A de R dans B, le morphisme A linéaire de R dans B. Et donc, par définition, c'est la même chose que homomorphisme d'algèbre de l'algèbre symétrique de A de R dans B. Donc, quand vous avez une nappe linéaire, ça vous induit une homomorphie d'algèbre de l'algèbre symétrique. Donc, ceci, c'est en fait la même chose que spectre de sim AR. Donc, c'est R plus sim 2R plus sim 3R. Quand c'est plat, il n'y a pas de problème. Quand c'est pas plat, c'est pas grave non plus. Donc, vous prenez donc, si c'est plat, c'est peut-être plus confortable pour mais le déforme a un sens même si c'est pas plat. Donc ça c'est une vectorienne, c'est une fibre vectorienne. C'est généralisé si c'est pas plat, mais c'est une fibre vectorienne. Et en tout cas c'est affine. Et vous avez le morphisme de Brown-Nesbitt qui va de Hilbert. Vous voyez, quand vous avez un module, un R module, rigidifié, mais on oublie de se rigidifier, eh bien, on peut prendre la trace des éléments de R. Prenons la trace, ça vous donne un morphisme linéaire, donc ça vous donne un point ici. La trace des opérateurs, en fait, c'est un point dans ce vectoriel. Et donc, le point ici, c'est en fait ce machin, c'est propre, c'est propre. Le spec A, ce truc est affine. Donc ça, c'est le Brown-Nesbitt. Donc alors l'image de Brown-Nesbitt est un sous-schéma fermé de VRA qui est fini au-dessus de spec A. Donc, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est un terme de base de géométrie algébrique nous dit que tout de suite que c'est un truc fini.
Donc, en particulier, si on prend cet anneau bizarre de Laurent, donc ça va être le spectre, justement ce spectre de ce sim A de R divisant par I. Donc I, c'est justement l'idéal de toutes les fonctions, tous les éléments dans cet enjeu symétrique qui soient nuls dans l'image. Donc c'est des éléments qui sont nuls dans toutes les représentations. Eh bien, on a donc cet anneau, donc l'une des conséquences de cet anneau. Donc I, c'est un truc qu'on ne connaît pas, mais par ce fait de base, on voit que ça c'est ce quotient est fini comme un algèbre. Du simple fait que c'est l'image du schéma de Hilbert. Et voilà, donc ça, cet anneau-là, bien sûr ici je prends R, l'algèbre de Hecke, mais je pourrais très bien prendre R le cocentre, parce que de toute façon la partie commutateur, ça va ressembler dans l'idéal, donc ça revient au même. Et donc on prend l'algèbre symétrique du cocentre comme un module du centre, donc divisant par l'idéal, de l'idéal abstrait, qui induit des fonctions nulles sur les représentations, eh bien on trouve un truc fini. Donc, vous voyez bien ici R est égal à A, qui n'est pas vrai, mais c'est... Alors bien sûr on a ça fait une flèche de A dans R. Voilà. Et donc ça c'est le spectre de cet anneau, ça c'est l'anneau que Laurent a considéré. Eh bien, on a l'ensemble de reps, des choses irréductibles, c'est simplement l'image de cet ouvert, I rep ici, c'est une ouvert. Et ici, on utilise le terme de Bauer-Nesbitt qui dit que deux éléments, si deux modules simples s'envoient sur le même point, qui ont la même trace. Alors, le Bauer-Nesbitt nous dit que ces deux modules sont isomorphes. Et donc, en conclusion ici, c'est qu'on a si on se restreint schéma d'Hilbert irréductible qu'ils envoient dans ce... Il faut que je donne un nom à ce truc. Alors, comment... J'appelle ça S, meilleure notation. Donc si on voit S' est un ouvert de Zariski. Et ici, on a l'action de ce schéma en groupe, G de R sur A. Et donc, le G de R sur A agit transitivement dans les fibres du Bauer-Nesbitt, prime qui va de Hilbert irréductible dans ce S'. Donc si on contracte les fibres, donc ça c'est bien voilà. Donc en fait tout, ça marche exactement comme ce que Laurent postule, mais pour la seule chose pour réaliser techniquement, c'est mieux de prendre tout au-dessus de variété de Bernstein. On aura des trucs finis, au lieu de travailler avec spectre d'un module de type infini, donc c'est un peu plus redoutable. Donc là, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a une base.
mettre la base de... Voilà, et... il y a un point qui est... il y a un point qui n'est... Il y a un point qui est un peu une parenthèse, mais qui peut être intéressante, c'est de... on peut... il y a donc on a cette variété de la Forgue qui s'envoie sur... Donc pas construction, mais s'envoie sur la variété de Bernstein, pas construction. Et c'est quasi fini. Donc on a bien un truc fini qui le contient comme un ouvert de Zariski. Et on a oméga prime, on a l'ouvert des induts irréductibles, au-dessus duquel on a ce certain isomorphisme. Et c'est juste une parenthèse, il arrive qu'on peut calculer, dans certains cas, on peut calculer l'ouvert irréductible oméga prime explicitement. Donc ça c'est un problème qui est beaucoup traité dans la littérature. Je ne connais pas exactement quel était l'énoncé le plus général dans la littérature. Mais ici, au moins, si on suppose, justement ici, il faut supposer que R, donc là on suppose que R soit un A module localement libre. Donc justement ici, je dois supposer A module localement libre. Et donc R, c'est une A algèbre central. Donc, A est dans le centre de R. Eh bien, donc, vous pouvez introduire donc R pour chaque point A dans le spectre de A. Vous avez RA, c'est une K-algèbre finie. Et vous pouvez considérer le J de R de A, c'est son Lydiane de Jacobson. Son Lydiane de Jacobson, par définition, c'est l'annulateur de tous les modules simples. Donc c'est un Lydiane bilatère et par le théorème de c'est J de 1. Donc on a par le thème on a R de A sur J de A, c'est un produit d'algèbre de matrice. Des matrices sur des algèbres à division, ça c'est un Martin-Vandenberg. Donc si vous pensez que donc les nombres ici sont des modules simples, les nombres de n c'est des modules simples, et donc en fait
dans le cas de l'algèbre de Hecke, dans le cas qui nous intéresse, justement le lieu d'irréductible, c'est le lieu où l'Ian Jacobson est nul. Donc, la fonction de A dans la dimension de J de 1 est semi-continue supérieurement et ça, je n'ai pas démontré, mais je crois qu'il peut, dans le cas où A c'est Z de n et R et H de n, c'est très probable que A soit dans oméga prime, et donc la partie irréductible, induite irréductible, si seulement si le Ian Jacobson est nul. Et l'Ian Jacobson, enfin, c'est très facile à calculer. C'est justement la flèche J de 1, c'est la flèche qui va c'est le noyau de la flèche de R1 dans RA dual. On n'est pas la trace. Donc sur RA, vous avez la trace de x fois x, l'accouplement de trace xy donne trace de x fois y, et donc la flèche de RA dans RA dual. Et si vous regardez cette décomposition de Artin-Wadenberg, vous voyez bien que l'idéal Jacobson, c'est exactement le noyau de la trace. Donc ça se calcule. La trace, ça se calcule. Et Kostat, il a bien vérifié ça. Kostas Salomiklikos a vérifié que c'est correct. Correct parce que G est un groupe adjoint. Et pour la composante d'Iwaori. Donc ça donne exactement le même résultat que le terme de Sato, de Kato. Kato a calculé le lieu d'irréductibilité de l'induite de série principale, et ça marche, enfin, ça pourrait se démontrer d'une autre façon comme ça. Et je veux dire il faut cette hypothèse de adjointe, parce que c'est dans cette hypothèse-là, on voit qu'on peut prendre A le centre. Et l'algèbre de Hecke est finie localement libre sur le centre. Si A n'est pas adjointe, donc on a un défaut, donc A n'est pas régulière, donc l'algèbre de Hecke n'est plus finie sur le centre, donc ce truc-là se calcule moins bien. Ça se calcule vraiment bien lorsque c'est localement libre. Et donc si on remplace le centre pour un truc plus petit qui soit libre, comme il y a des choix qui ne sont pas canoniques, on va avoir des problèmes. Je ne sais pas si c'est vraiment un truc utile, mais je trouve que c'est joli. Parfois, on peut calculer directement par cette morphologie de trace. Qu'est-ce que je veux dire plus? Voilà, donc maintenant, je peux, avec tout cela, je peux introduire les transformations de Laforgue. Donc là, c'est des choses qui apparaissent dans d'autres parties des travaux de Laurent Laforgue, qui dans ces papiers qui sont pas reliés, mais ils se trouvent ici, ça sont en fait les non reliés. Donc on a le centre de Bernstein, Z, et on a le cosine de Kashdan, C. Et on peut prendre le parti fini ou pas. Et
on a toujours un morphisme canonique, la forme prime, qui va du cocentre vers le centre. Et je crois qu'il y a un fait dans le sens inverse aussi, mais là je vérifie que dans le cas SN2. Alors comment ça marche? Au moins, on doit avoir ici si Z dans Z et F dans C, et si on prend pi dans oméga prime, donc c'est le lieu l'ouvert d'irréductibilité d'induite, et pi, justement l'induite est réductible dans REP, alors ce qu'on veut, c'est on veut que la trace de f sur pi soit la même chose que le scalaire gamma de z sur cette classe d'inertienne pi. Donc ça paraît un peu différent ici, l'opérateur agit par un scalaire. Donc il n'y a pas de trace, c'est une dimension finie, mais on veut que ce scalaire-là soit exactement la trace de l'opérateur de l'élément correspondant dans le cocentre. Donc dans les deux sens, mais ici, cette flèche est complètement bien définie parce que donc la forme prime est bien définie en général. Par le théorème de trace. En fait, je crois que je n'ai même pas besoin de ça, de trace, de Pauli-Wiener. Donc, si j'ai F dans C, j'ai F soit dans C, alors pour toute pi dans reps, je peux avoir la trace de pi sur f, et plus généralement, je peux prendre la trace sur des représentations de longueur finie. Donc on a la trace de f est une forme linéaire du groupe de Grothendieck des représentations lisses de type fini de G, donc ça c'est le groupe de Grothendieck, donc comme ça ici on peut avoir des induites qui sont réductibles, et la condition c'est que cette fonction-là, si sigma est une cuspidale de n dans le V, alors la fonction de trace de f sur l'induite de n à g de sigma tordu par un caractère qui, un caractère non ramifié de l'induite. Donc ça devient une fonction sur la variété des caractères non ramifiés de l'induite, et je veux que cette fonction soit une fonction algébrique sur cet ensemble-là. Et le théorème de trace de Pauli-Wiener, qui est ici dû à Bernstein de Line et Kashdan, dit que f, c'est un élément dans C, si seulement-ci, on a cette forme linéaire qui vérifie cette condition. Donc, ce soit algébrique par rapport à la torsion par le caractère non ramifié de l'induite, non ramifié du levier. Et en plus, il faut que la fonction soit k-finie. Donc, c'est supporté par non finie composante dans la valeur de Bernstein. D'accord? Mais si on prend donc ça c'est C, dans C fine,
Donc H fois H. Mais si on prend le quotient de Bernstein, la complétion, on peut enlever cette condition de K fini. Donc ça n'a pas grande importance, mais enfin c'est... Donc une fois qu'on a cette fonction, donc il faut, j'insiste que ici, je peux avoir les choses qui sont réductibles par linéarité. Et du coup, cette fonction-là, ça me définit bien une fonction, pour tout élément de f, ça me définit bien une fonction sur la variété de Bernstein, parce que cette fonction-là est algébrique. Et donc ça me fait une fonction ça me fait un élément dans le centre de Bernstein. Et justement, si je commence par f dans C fine, qui est vraiment dans le cocentre, alors j'atterris dans la partie finie du centre de Bernstein. Donc les éléments du centre de Bernstein qui soient supportés à un nombre fini de composantes. Dans le sens inverse, j'ai un problème parce que le C est toujours un peu plus gros. Parce que le C distingue le trivial et le Steinberg. Alors, à partir du centre de Bernstein, que je n'ai eu une seule valeur pour les deux. Parce que pour l'induit, je sais quelle est la valeur sur l'induit parabolique. Alors, dans le cas donc, justement, dans le cas de SN2, par exemple, on peut prendre la forme telle que la forme de Z, la trace de la forme de Z sur le trivial, soit nulle. Ça me fait une flèche. Par la Steinberg, ça me fait une autre flèche. Mais je suis sûr au moins que si je prends ce choix, là c'est particulièrement mystérieux, pour moi je ne comprends pas, mais c'est comme ça le calcul qui donne que si on prend ce choix-là, qui demande que ce soit trivial soit 0 sur la triviale, alors la forme peut être donnée par une transformation intégrale, par la transformation de la forme que j'ai écrit la première séance, mais je reviens là-dessus. Alors pour l'autre, je ne sais pas. Pour l'autre, ce n'est pas sûr. Au moins, donc j'ai écrit la formule nouveau, donc si on prend fini et stable, alors par ce choix qui est a priori un peu surprenant, on aura la forme de J. Donc, parce que c'est fini et stable, je peux écrire Z comme J dj. J dg. Alors, dg, c'est la mesure de R, et J, c'est une fonction de la variable trace. Donc, comme c'est fini, c'est toujours le produit de la mesure de R par une fonction invariante localement intégrable. Et comme c'est stable, la fonction est même définie par la trace. Donc, c'est juste une fonction d'une variable. Et ici, alors, on a la forme de Z va être donnée par cette formule vraiment étonnante de J divisé par la valeur absolue. Donc ça, c'est la formule aussi dans la forme, une autre partie du papier de la forme. Donc on prend la fonction qui représente le dimension de Bernstein, on prend le transform de Fourier, et on divise par la valeur absolue de la variable duale, on fait la Fourier inverse, et bien on trouve cet élément dans le cocentre qui vérifie cette équation dans le sens stable. Et c'est vraiment important pour toute cette histoire que je vais raconter, l'arc-sermoisson et le cocentre. Et voilà. Donc vous voyez bien que ça, par définition, vous voyez bien que à cause de cette multiplication ou divisé par dual, la transformation de Fourier doit être 0 sur 0. 0 sur 0, ça veut dire qu'en fait que la trace sur la triviale est nulle.
Voilà. Donc cette formule algébrique est en quelque sorte une force que la trace sur la triviale soit nulle. Mais vous voyez que à la fin de mon cours, je reviens sur ce choix. Pour d'autres raisons, on va prendre le truc de Sternberg qui est pour autre chose. Alors ici, aussi pour la forme algébrique, on voit pourquoi il y a cette un peu confusion. C'est parce que, vous voyez bien que donc je dessine un peu ici mon variété de Bernstein. Donc là, c'est mon induit, c'est la partie dimension A. Et puis il y a le truc discret. Et en fait, le cocentre, il est quasiment égal au centre. Sauf pour SN2, sauf un seul point où on a le Sternberg et le trivial. Donc c'est un module qui est partout libre de dimension A, de rang 1, sauf en ce point. Donc quand il y a un module, la partie libre est un quotient. Donc voilà, on a ce morphisme de C vers Z. Il y a un noyau. Il y a la partie C torsion. Donc ça, c'est un truc canonique. Quand vous avez un module sur une variété de dimension au plus 1, vous avez la partie libre et la partie torsion. Donc la partie libre se trouve, et c'est exactement Z. Et cette flèche-là, c'est la forme prime. C'est simplement envoyer C sur sa partie sans torsion. Et le noyau, c'est un truc de torsion qui est supporté par ce point. Et parce qu'en ce point, on a le trivial et le Sternberg qui cause un petit problème. Mais on a beaucoup de... Là, il y a les sections, ici, il y a des choix. Donc au moins, il y a deux choix qui sont meilleurs que d'autres sur la trivial et le Sternberg, mais il y a d'autres choix. Je ne comprends pas bien quels sont les autres choix, mais il y a une espace de dimension A de relèvement possible. On a le droit que des faits de relèvement qui soient des Z linéaires aussi. Donc il y a un espace de dimension A. Donc il y avait avec deux points. Donc au moins il y a un point là, avec ce choix qui est algébrique du point de vue géométrique. Et aussi ça nous dit qu'il faut travailler sur le truc stable. Parce que si sur un truc stable, on a s'il y a un stable, donc on travaille sur cette variété de classes de conjugaison. C'est juste une variété, ce n'est pas les points d'une quelconque variété algébrique. Donc il n'y a aucune formule algébrique possible parce que ce n'est pas une variété algébrique. Alors une fois qu'on a le truc stable, ça devient une variété algébrique, donc au moins on a une chance d'écrire des formules qui ont une allure algébrique, en quelque sorte. Et voilà, donc c'est ce que je racontais aujourd'hui.